Donc l'habitat participatif en France, c'est à peu près 900 projets qui sont en cours, dont 367 qui sont livrés maintenant, ce qui représente à peu près 4200 logements. Donc on a à la fois déjà beaucoup de retours d'expérience et à la fois ça reste encore un peu une goutte d'eau dans la production du logement en France, mais on y travaille. On a 168 projets qui sont en phase travaux et 206 projets qui sont en phase d'études. Voilà. Et du coup, les chiffres là ne sont pas vraiment réactualisés, mais l'année dernière, on avait calculé qu'on avait une croissance du nombre de projets aboutis d'à peu près 18% par an, donc on est plutôt un mouvement montant. Voilà. Alors les startups, il faut plus de zéro. Donc ça, c'est des chiffres qu'on tient du coup d'une base de données nationale de l'habitat participatif, qui est une base de données collaborative sous forme de commun du mouvement, et que voilà, chaque à la fois groupe collectif et membre du mouvement nous aide à actualiser. Alors très rapidement, pour continuer sur les chiffres, on a à peu près la moitié de projets qui sont en zone urbaine, la moitié qui sont en zone rurale, donc c'est assez bien réparti. On a la grande majorité des initiatives qui sont des initiatives citoyennes. Alors il y a toujours du coup évidemment les habitants au centre de la question, mais on a un certain nombre de projets qui viennent aussi du coup de dynamiques plutôt institutionnelles à la base et qui vont du coup proposer de faire des projets. Donc c'est soit des collectivités, soit parfois des bailleurs, voilà, ça peut venir de différents endroits. Et donc 80% d'initiatives citoyennes au global et en zone urbaine 70%, ça veut dire qu'il y a un peu plus d'initiatives qu'on va dire descendantes en zone urbaine. On a à peu près un quart des projets qui sont réalisés avec un opérateur, donc pratiquement toujours des opérateurs HLM. Donc ça donne aussi un peu une idée du type de projet qu'il peut y avoir derrière. Les autres projets sont des projets montés en autopromotion, où du coup les collectifs d'habitants se constituent en société et vont eux-mêmes du coup contractualiser avec la maîtrise d'œuvre, les entreprises, etc. Et donc dans lequel le collectif est en maîtrise d'ouvrage. On a à peu près 10% des projets livrés qui comportent du locatif social. Donc on est, alors bon, c'est typiquement le cas ici, et on est en train de faire une étude de recenser un peu tous les projets qui ont été faits en locatif social. Et cette étude, alors elle est à la fois quantitative, mais elle nous permettra aussi du coup de pointer un peu les choses qu'il y a à faire évoluer sur ces questions-là. On en a eu quelques illustrations peut-être ce matin dans le discours. Il y a des choses, notamment sur la question des attributions, qui sont des choses qu'on travaille régulièrement. Pour ce qui concerne les projets dans les quartiers prioritaires, on en a 22 qui sont recensés aujourd'hui, 7 qui sont livrés. Et donc là aussi, on a encore une belle marge de progression. Et à peu près 2 tiers de projets qui revendiquent une mixité intergénérationnelle. Donc ça, c'est un champ à compléter sur la base de données. Probablement, on a quand même plus que ça encore de projets qui sont de fait intergénérationnels, même s'ils ne le revendiquent pas forcément. Voilà, quelques enjeux de l'habitat participatif. Donc là, l'idée, c'est plutôt de se dire ce que permet finalement quand c'est les habitants qui se réapproprient la question de leur cadre de vie. Qu'est-ce que ça permet comme type de... quel type de thématique ça permet de travailler. Alors évidemment, la thématique du renforcement du lien social, dont on a pas mal parlé ce matin, la question de la participation et du pouvoir d'agir citoyen, dont on va reparler beaucoup cet après-midi, l'accompagnement citoyen du bien vieillir, qui est là aussi bien illustré dans le projet dans lequel on est, des logiques de pratique et de consommation éco-responsable, une propension forte dans la plupart des projets du coup à essayer de construire écologique et d'avoir du coup des formes urbaines qui soient voilà, économes en foncier, etc. Là, on voit effectivement que tous les projets partent avec une dimension écologique au départ, et puis en fonction de la réalité, bah, du coup, il y a des choses qui s'ajustent. Et puis, par exemple, on a pu voir effectivement que sur ce projet-là, la question de co-construction avec les habitants avait pris le dessus finalement sur la question de l'écologie, mais c'est surtout pour des questions de coût, évidemment, parce que s'ils avaient pu avoir un truc en bois paille avec des panneaux solaires, etc., j'imagine qu'ils étaient plutôt partants. Et puis du coup la question du logement abordable et la mixité des conditions d'accès, c'est l'idée qu'on puisse avoir dans une même opération comme ici des gens qui sont en accession, des gens qui peuvent être même des fois dans du libre, des projets, enfin des logements qui sont en locatif social, etc. Avec du coup l'idée de faire de la mixité aussi au palier. L'idée générale, c'est de se dire que l'habitat participatif, ça vient des habitants et que c'est des citoyens qui produisent de la transformation sociale. Alors, Habitat Participatif France, je vais dire quelques mots du coup sur ce qu'on fait et sur qui on est. Alors, on a une grosse activité, en tout cas un peu initialement, autour du plaidoyer et de comment on peut faire reconnaître l'intérêt général de l'habitat participatif. Alors cette question-là, elle est à la fois, à la fois tout le monde est à peu près d'accord là-dessus. En même temps,
On n'est pas un dispositif spécifique qui s'attache à une problématique, et c'est vrai qu'en France, on a plutôt tendance à dire on va gérer la problématique du coup du bien vieillir sur un dispositif, on va régler la problématique de l'enfance maltraitée sur une autre thématique. Voilà. Donc nous, on va travailler de fait sur un peu tous ces leviers-là, et du coup, c'est ce qu'on essaye de faire reconnaître, et on progresse assez bien là-dessus, avec quand même du coup l'idée que ça vient des habitants et que du coup c'est pas toujours facile de le faire reconnaître et de l'attraper par les pouvoirs publics. On a beaucoup de plaidoyers sur l'amélioration du cadre de faisabilité technique des projets. Donc là on est sur à la fois des questions de fiscalité pour les projets qui se font en autopromotion. On est aussi justement sur des questions de comment on règle la question des attributions quand on veut faire du locatif social participatif. Donc ça c'est des sujets qu'on travaille notamment avec les services de l'État où on est plus ou moins bien entendu. En général bien entendu, mais les solutions opérationnelles peuvent mettre du temps à se mettre en place. On a aussi une volonté de s'inscrire dans les politiques publiques existantes, et donc ça on en reparlera tout à l'heure de fait, avec l'idée qu'on pourrait aussi un peu les inspirer, notamment autour de ce modèle de la mixité sociale, culturelle, générationnelle, qu'on essaye de mettre en œuvre. Et puis, on a du coup aussi le souhait de structurer, de développer le plaidoyer sur les territoires, parce qu'on voit bien aussi quand même que les opérations, elles partent surtout des territoires, et que donc même s'il y a besoin du coup de travailler les choses au niveau national pour que ça se fasse plus facilement, c'est évidemment sur les territoires qu'à un moment donné, on a des acteurs qui ont envie, qui sont d'accord pour jouer le jeu. Et donc, on est un réseau national. Alors, on a des structures territoriales qui sont réparties un peu partout sur le territoire, comme vous voyez sur la carte, qui peuvent être de nature très différente. Il y a des associations, il y a des coopératives, il y a des accompagnateurs indépendants, qui peuvent avoir du coup diverses missions selon leur positionnement, de sensibilisation du grand public sur la question de l'habitat participatif, de formation des habitants, parce qu'on apprend beaucoup en faisant de l'habitat participatif, vous avez compris, et puis du coup la question de l'accompagnement des projets, qui a été bien illustrée du coup par l'intervention d'Hélène ce matin. Et puis on a des réseaux nationaux aussi au sein de notre réseau, qui est lui-même un réseau national, le réseau des accompagnateurs professionnels de l'habitat participatif, qui représente à peu près aujourd'hui une quarantaine de membres, et la fédération Habicop, qui travaille spécifiquement sur la thématique des coopératives d'habitants, qui sont un des montages avec lequel on fait de l'habitat participatif. J'ai un peu sciemment décidé de ne pas parler des différents montages aujourd'hui, parce que voilà, ça aurait été un peu chronophage, mais effectivement on a plein de possibilités différentes, soit de s'inscrire dans des dispositifs de droit commun, comme c'est le cas sur un projet comme ça, où du coup on fait... alors on innove un peu parce que du coup on arrive à mixer les statuts dans une même opération, mais du coup on est sur des dispositifs qui ne sont pas spécifiques à l'habitat participatif. Et puis après il y a tout un tas de possibilités quand on fait de l'autopromotion avec différents statuts juridiques que je ne détaille pas du coup maintenant. Parmi ce qu'on essaye de faire aussi à Habitat Participatif France, on a un gros chantier qui s'appelle Faire Mouvement, dans lequel on travaille à la fois sur la question de nos communs, comment est-ce qu'on capitalise nos ressources et comment on les met en commun, et comment du coup on arrive à développer des outils. Donc c'est typiquement le cas avec cette base de données des projets nationaux que j'ai présenté tout à l'heure. On a pas mal d'outils, de petites annonces, de mise en lien entre les habitants, etc. Donc tout ça étant disponible principalement du coup sur notre site internet. Et on travaille actuellement du coup à la création d'un espace ressources qui va permettre à la fois déjà de recenser tout ce qui existe et de le rendre disponible pour tout le monde, mais également au fur et à mesure du coup de prendre conscience qu'on a besoin de travailler et de capitaliser la matière qui existe un peu partout dans le réseau. On travaille aussi à la question d'un portail national des adhésions, puisque donc on a plein d'associations sur les territoires, et l'idée c'est d'arriver à une adhésion unique aux différentes échelles du réseau, et puis de se doter d'une identité visuelle qui est partagée entre tous les membres du réseau. Donc on y vient, on a un logo qui est récent, et qui permet du coup à tous les membres d'afficher leur appartenance au réseau national, ce qui nous permet de nous donner de la visibilité au global. Un tout petit mot sur notre fonctionnement, c'est beaucoup une association de bénévoles depuis le début. J'ai mis une cinquantaine de contributeurs actifs, c'est assez, voilà, ça change un peu tout le temps évidemment, qui travaillent au sein de groupes de travail. Et on a une douzaine de groupes de travail qui existent et qui sont actifs. Certains sont actifs à certains moments. Par exemple, on va avoir des groupes de travail sur nos rencontres nationales, on va avoir des groupes de travail sur les questions de plaidoyer, sur les questions de communication, sur les questions de comment on va travailler dans les quartiers prioritaires, etc. Et donc, du coup, ce sont des groupes de travail qui sont complètement ouverts dans une logique de réseau où on propose à tout le monde de venir apporter sa pierre à l'édifice pour développer l'habitat participatif. Et donc, on a notamment un intranet qui est ouvert à tout le monde, sans mot de passe, etc., qui permet de venir voir quels sont les travaux.
Et donc on est 2 salariés depuis 2021, moi et Florentine, qui est ici là-bas, qui travaille particulièrement sur la question de la communication à l'externe et à l'interne. On organise des temps forts, les rencontres nationales de l'habitat participatif, qui sont donc des rencontres qu'on organise maintenant tous les 3 ans, qui réunissent à chaque fois 1000 participants sur 3 jours, sur un format qui est souvent à peu près le même, et qui permet du coup de voilà, faire en sorte que les gens se rencontrent. Alors il n'y a pas que les habitants, il y a aussi tous les partenaires du coup de la production de l'habitat participatif, de la production du logement d'une façon générale. Donc c'est le moment de créer des alliances et de partager des expériences, parce qu'il y a beaucoup besoin d'entraide dans ces projets, et ça marche beaucoup comme ça, c'est-à-dire que les groupes communiquent entre eux en se disant voilà, comment vous avez surmonté cette question épineuse, etc. Donc ça, c'est un peu notre gros événement de référence qui a lieu tous les 3 ans. Et puis tous les ans, on a un événement décentralisé qui sont les portes ouvertes de l'habitat participatif. Voilà, je pense qu'un certain nombre ont pu en entendre parler. On propose à tous les habitats existants, voire à tous les projets qui sont en cours, de créer des petites animations sur leur territoire pour faire découvrir l'habitat participatif. Et puis j'ai rajouté un peu là un nouveau format qui est un peu celui qu'on teste aujourd'hui, cette idée de visite et de rencontre sur les territoires, qui, voilà, dont on verra à l'issue de cette journée si c'est un format qui doit être répété, mais en tout cas on était assez, encore une fois, enthousiasmés du succès, puisqu'on a quand même un peu joué à guichet fermé, et que voilà, on ne pouvait pas mettre beaucoup plus de monde dans cette salle. Et voilà. Alors je voulais revenir un tout petit peu sur la question de notre raison d'être, qu'on a retravaillé un peu récemment du coup, dans le cadre de notre conseil d'orientation, qui est constitué de 25 personnes qui sont réparties sur tout le territoire et dans différentes structures. Et alors, bon, je vais quand même vous la lire rapidement. L'idée, c'était principalement de viser sur un point. Alors, on a écrit ça dans une phrase en se disant que voilà, l'idée, c'était qu'elle soit lisible et compréhensible par tous. Et on l'a un peu commenté, évidemment. Alors, l'idée, c'est de promouvoir les organisations collectives permettant d'expérimenter, de produire et de faire vivre des habitats accessibles à toutes et tous. Donc, quand on parle d'organisation collective, on parle à la fois des collectifs d'habitants d'eux-mêmes et puis de toutes les structures associatives qui sont là pour faire la promotion de l'habitat participatif. Et donc, la suite est importante, qui reconnaissent toute leur place à la participation des habitants, évidemment, puisque ça, c'est un peu notre ADN, notre point de départ, et à un engagement citoyen visant à faciliter le vivre ensemble sur une planète habitable. Ça, c'était l'idée de notre engagement citoyen et de notre mission sociale, notre mission sociétale. Et donc, c'était important pour le réseau de revendiquer quelque part qu'on avait aussi cette ambition-là d'essayer de travailler sur les questions de transformation sociale. On a deux gros programmes qui ciblent spécifiquement l'intérêt général, en tout cas dans le sens où les pouvoirs publics l'entendent. La question de l'accompagnement citoyen du bien vieillir. On constate du coup depuis longtemps, depuis qu'on fait des projets, qu'on a une très forte demande des seniors sur cette forme d'habitat. Sans rentrer dans le détail, ce qu'on voit, c'est que les possibilités qu'apporte l'habitat participatif en termes d'autonomie des personnes et en termes comment on peut dire, de sécurité aussi par un voisinage bienveillant, ça permet de repousser le moment de la dépendance. On voit dans pratiquement tous ces projets, et là encore une fois, c'est bien illustré ici, la volonté, l'aspiration du coup à l'intergénérationnel, avec du coup des logiques d'entraide entre les générations. Et on est plutôt dans un moment où on commence à avoir une reconnaissance assez importante par les caisses de retraite et les pouvoirs publics de ces formes d'habitat et de ces formes alternatives d'habitat. Donc on a des programmes assez conséquents à venir, notamment avec le soutien des caisses de retraite. Et puis notre autre programme, qui est celui dont on va un peu parler derrière, c'est celui du coup de faire de l'habitat participatif dans les quartiers prioritaires. Donc, je vais en refaire un tout petit peu la genèse. En 2014, la loi Lamy, mais voilà, comment dire, ancre dans la loi l'idée de la participation des citoyens dans la politique de la ville. Et donc nous, on se dit, la participation citoyenne, ça nous parle. Voilà, regardons ce qu'on a comme projet qui se passe dans des quartiers prioritaires. Et on a vu qu'on en avait un certain nombre. Et donc on a commencé par faire une étude d'action sur 3 ans, qui a consisté du coup à faire des monographies de 6 projets différents, qui étaient quand je dis différents, évidemment pas au même endroit en France, mais également différents dans le sens où certains venaient plutôt d'initiatives habitantes directement, et d'autres étant plutôt des initiatives institutionnelles, sur lesquelles du coup on a plutôt été créé des groupes d'habitants au moment où ça n'existait pas.
après cette étude d'action, alors qui a plutôt mis en évidence évidemment les plus-values de l'habitat participatif, qui a un peu indiqué des points méthodaux, etc., sur les bonnes pratiques à mettre en œuvre, etc., on s'est dit, essayons de faire émerger des nouveaux projets. Et donc on a lancé une nouvelle action en ce sens il y a maintenant à peu près 1 an et demi, avec l'idée du coup d'organiser, alors à travers le réseau, en s'appuyant sur le réseau des associations et des accompagnateurs, d'organiser des actions de sensibilisation, notamment auprès des institutionnels, pour repérer les configurations, enfin les endroits où il y avait des configurations d'émergence de projets possibles, c'est-à-dire un endroit où il y a une collectivité qui a bien envie d'y aller, où il y a potentiellement du foncier, un bailleur qui veut bien suivre, etc. Et on a réussi comme ça à générer là 11 nouvelles configurations de projets. Donc voilà, vous avez vu qu'il y a une vingtaine de projets en QPV pour l'instant. Donc là, on en a une dizaine de nouveaux qui pourraient potentiellement émerger. Donc on était plutôt content de ce constat-là. Et en même temps, ce qui est assez vite remonté du terrain, c'était la question de, ok, mais on n'a pas toujours non plus bien identifié le groupe d'habitants à cet endroit-là. Et donc on a commencé à réfléchir, on a fait déjà plusieurs réunions entre ces accompagnateurs de projets qui avaient du coup des possibilités de projets émergents, en essayant de réfléchir à comment on pouvait intéresser les habitants, comment on pouvait identifier éventuellement des dynamiques citoyennes existantes dans les quartiers, etc. Et à ce moment-là, on s'est dit, il ne faut pas qu'on reste à tourner en vase clos sur cette question-là, on n'est quand même pas des spécialistes de l'intervention dans les quartiers. Et c'est à ce moment-là qu'on a eu l'idée, notamment de cette journée, avec l'intention du coup d'aller parler à différents types d'acteurs, et en particulier du coup des acteurs qui sont ici, mais qui représentent un peu les mouvements habitants dans les quartiers. Et donc on va pouvoir en faire témoigner quelques-uns tout à l'heure. Voilà un peu où on en est. Et donc ce qu'on voulait un peu interroger, j'en arrive à ce qui va faire un peu l'objet du débat. Alors j'ai réinstitué ça. Donc quelles sont les conditions d'une participation réelle des habitants dans les quartiers? Et comment dire, je vais arriver à l'endroit du débat. Donc là j'ai un peu indiqué 2 points comme s'ils étaient évidents. On aurait pu les discuter en eux-mêmes. Mais j'ai dit, une fois qu'on a constaté les effets vertueux de la participation citoyenne et de la capacitation, donc on part du principe que ça, effectivement, on est tous d'accord sur ce constat-là. On fait quand même aussi le constat d'une tradition de penser à la place des concernés pour leur bien. Et du coup, quelles sont les conditions qu'il faudrait mettre en œuvre pour, d'une part, amener les institutionnels à faire un pas de côté, à comprendre qu'il faut des moyens, qu'il faut du temps long, qu'il faut de la délégation de confiance auprès des habitants, mais aussi auprès des structures qui travaillent sur les quartiers et qui tricotent un peu avec le réel. Et que du coup, il faut éviter de mettre des méthodologies trop normatives aussi. Donc ça, c'est plutôt comment on travaillerait avec les institutionnels à cet aspect-là. Et sur l'autre volet, c'est plutôt comment est-ce qu'on suscite l'envie des citoyens d'exercer leur pouvoir d'agir. On a beaucoup, du coup, effectivement, agité la question de la participation dans les quartiers depuis beaucoup d'années maintenant, sans que ça ait forcément des effets très probants. Donc on a aussi, probablement des publics en face qui, du coup, n'ont plus forcément tout à fait confiance dans l'intérêt que ça peut avoir d'essayer d'exercer leur pouvoir d'agir. Alors pour illustrer ce débat et pour commencer, c'est là que je vais proposer du coup à différentes personnes de nous rejoindre sur scène pour nous dire quelques mots. Donc je vais commencer du coup par faire parler des habitants de projet. Et donc je vais d'abord appeler Jamil, que je ne vois pas. Jamil, viens Jamil, t'es là. Alors Jamil, ce que je propose du coup, c'est de vous présenter quand même rapidement à chaque fois, comme ça vous pouvez vous concentrer un peu sur ce que vous avez à dire plus que sur la présentation. Et si je dis une bêtise, tu m'arrêtes. Donc tu es un futur habitant du projet d'habitat participatif Les Abeilles, dans le quartier de Saint-Mauron à Marseille, qui est un quartier en quartier prioritaire, très pauvre comme tu dis. Le projet a démarré en 2011, pas très longtemps. 2010, octobre 2010, pardon, voilà. Donc il y a une petite douzaine d'années. Et donc la construction va s'achever à la fin de l'année là. Normalement. Voilà. Donc je vais pas te. Tu crois pas encore vraiment, c'est ça? Bon, je vais pas te faire raconter les 11 années de cheminement, mais déjà je voudrais que tu nous dises ce qui t'a amené à l'habitat participatif, et, enfin ce qui t'intéresse dans ce projet, et voilà. Et il faut bien que tu parles dans le micro, comme ça on enregistre en même temps. Au projet de Zabé, c'est ma ex-femme. Ok. Oui, ma ex-femme. Et alors qu'est-ce qui t'intéresse dans l'habitat participatif? La vie au collectif,
Ça aussi, l'intérêt de ma ex-femme m'a ramené là-bas. Parce que elle pense que je suis très collectif, très bon pour la vie collective des gens comme ça. Ouais. Ok. Moi, ce que j'aurais bien aimé, c'est que tu racontes la rencontre avec Myriam, qui est une autre personne du groupe. Comment ça s'est fait? Ah ouais, c'est comme ça. Alors, moi, je suis là, au collectif, je suis le plus ancien membre, depuis 10 ans. Là. C'est-à-dire, euh, c'est moi qui garde la permanence depuis juin 2013 jusqu'à maintenant aussi, j'ai gardé. Et tout le nouveau part il veut venir à permanence comme au moins 3 fois de me voir, après voir d'autres personnes aussi. Donc, une de ces personnes qui rentre, c'est Myriam. C'était en 2003, 2004, 2013, 2014, comme ça. C'est une de premiers les gens couleur, quoi, après moi. Alors, je précise du coup pour la bonne compréhension de tout le monde que du coup tu tiens une permanence tous les mercredis de 16h à 18h. Oui, depuis 9 ans. Hein. Depuis 9 ans et demi. Depuis 9 ans, donc tu es fidèle au poste. Chaque mercredi, voilà. oui. Et c'est à la Maison pour tous. Maison pour tous à Saint-Maron. Qui est à côté de l'endroit où va avoir lieu le projet. Et donc Myriam, tu la rencontres là-bas. Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Et moi aussi, dans le collectif, c'est une figure centrale pour garder l'équilibre entre plusieurs gens, plusieurs différentes cultures, différents âgés, différents, tout ça, quoi. Moi, je suis qui garde l'équilibre et tout ça. À peu près comme ça. Et donc, je voulais te le faire dire, mais j'ai entendu l'histoire l'autre jour. Myriam, elle est venue à la Maison pour tous une fois, 2 fois, 3 fois. 3 fois, ouais. 3 fois. Et à un moment donné, elle est venue te parler, elle a dit, mais tu fais quoi, toi, là? Ouais, je parle avec eux, j'ai expliqué le projet, parce que le projet est très compliqué, déjà le participatif, ils ne comprennent pas c'est quoi. Après, les institutions qui nous aident, il faut que j'explique c'est qui, conseil régional, conseil général, mairie, MPM et tout ça, quoi. Comment ils nous donnent les subventions, comment ils nous aident pour le projet, tout ça. Ça, c'est très compliqué, quoi. Et en plus, le collectif même est très difficile. Je voulais être on peut expliquer, le collectif est très social, on ne dépense pas d'argent du tout, rien du tout, on n'a rien à perdre. Et c'est un peu la société de loup, quoi. L'autre projet, Accession, c'est pas pareil. On dépense de l'argent quelque chose, on ne fait pas n'importe quoi, on perd l'argent après. C'est ça les différences entre le projet social et non social. Et Accession, c'est ça. Ça, je voulais dire ici, tout ça. Hein. Et là-bas, il y a beaucoup de complications énormes. Hein. C'est ça. Parce que tout le monde, il n'a rien à perdre. Il fait n'importe quoi, il dit n'importe quoi, et tout ça, quoi. Si ça ne passe pas, il part, et tout ça. Il revient l'autre personne, quoi. Et ça fait beaucoup de complications de ça. Ouais. Le fait qu'il n'y ait pas un engagement des gens financier dès le départ, c'est ça que tu veux dire? Non, c'est Accession, il y a un engagement financier. C'est ça, l'ambiance est complètement différente. Ouais. Et voilà. Et en tout cas, du coup, c'est quand même un groupe qui s'est construit sur 12 ans. Oui. Quand même, on a réussi à construire la maison. La maison, elle est là. Hein. Voilà, ça y est, voilà. Merci pour ça. Donc bientôt vous pourrez emménager. Merci pour le temps. Je voulais dire, c'est quoi ce projet? C'est trop magnifique, le 4 saisons, tout ça. Et ça m'a surpris. J'ai posé une question, tout ça. Et bon, je vais continuer pour poser une question à Hélène, tout ça, concernant le local commune, qui est trop grand, le local commune gratuit, comme ça. C'est incroyable pour moi, ça. Bon, Jamil, vous avez compris, depuis tout à l'heure, il n'en revient pas du projet ici. Il dit, mais c'est quoi ce truc? C'est énorme. Merci beaucoup, Jamil. Alors maintenant, je vais appeler Stéphanie. Stéphanie, donc du projet Cabane. C'est ça. Tu veux poser un ordinateur? Tiens, je te mets toi là. Tac. Je te donne un micro. Donc toi, tu es du Kremlin-Bicêtre. Voilà. Le projet, il existe depuis 2017. 22 logements en accession sociale et en accession progressive à la propriété. Voilà, c'est un dispositif qui existe et qu'on utilise en habitat participatif spécifiquement. On pourrait aussi parler du coup de la longueur du projet comme les abeilles, du fait que vous avez eu un recours sur le permis de construire, des élections municipales qui changent un peu la donne, du Covid et voilà, des difficultés que ça a pour les membres du groupe. Mais du coup, voilà, on a plutôt dit qu'on allait nous raconter ton histoire et où tu en étais et pourquoi tu étais arrivé dans ce projet. Exactement. Donc merci. Donc d'abord l'adhésion aux valeurs d'un habitat participatif
Ça vient d'une histoire de transmission familiale. Parce que d'une part, ma mère, elle nous a élevés seuls et elle nous a sensibilisés à ces valeurs, le partage, l'entraide, l'ouverture, et qui sont encore les miennes aujourd'hui. Et d'autre part, c'est elle qui m'a fait découvrir l'habitat participatif il y a 10 ans. Elle a intégré le projet des 4 vents à Toulouse, qui est le plus grand projet de France, si je corrige-moi. Tout à fait. 89 logements, avec une mixité sociale très respectée, etc. Et donc, elle, son profil à ce moment-là, elle était proche de la retraite, elle n'avait pas de capital. C'était même un moment où elle était un peu précarisée au niveau du logement. Et donc, elle a eu la chance d'intégrer ce projet. Et franchement, elle y vit donc depuis 7 ans. Et donc, j'ai vécu un petit peu avec elle le projet. Tu peux parler bien dans le micro, parce que sinon on va louper ton... Ça m'a beaucoup inspiré. Ça m'a fait envie. Et aujourd'hui, c'est clair, ça lui offre une qualité de vie bien meilleure, humainement et financièrement. Et donc pour ma part, en fait, moi je travaille chez Orange et j'élève aussi seule ma fille au Kremlin-Bicêtre. C'est une petite commune autour de Paris, très proche de Paris. Et donc j'y vis depuis 17 ans. Il y fait bon vivre. Et je suis dans un appartement à loyer modéré. Et puis quand j'ai vu l'annonce dans le journal de la ville qu'il y avait un projet d'habitat participatif qui se montait, moi j'ai pas hésité, j'ai candidaté. Et me voilà partie dans la même histoire que celle de ma mère. Et donc au Kremlin, c'est vrai que c'est un territoire dans lequel j'ai pas mal d'attaches. 17 ans, hein, j'y ai fait grandir ma fille. Et donc voilà, puis alors vu ma situation, c'était impossible d'accéder à la propriété. Donc je m'y voyais rester dans mon petit logement à loyer modéré, tranquille. Et donc ça a changé ma vie. Et, ça l'a embelli avant même d'y vivre, parce que alors là c'est pas construit, c'est dans 2 ans qu'on sera livré. Mais ça a vraiment embelli ma vie, parce que maintenant je peux me projeter, j'ai une certaine sécurité pour moi, pour ma fille. Et puis aussi, ça embellit ma vie parce que j'ai rencontré des gens, j'ai créé du lien, créé un groupe. Et on réfléchit ensemble pour co-construire ensemble. Et ça, c'est vraiment chouette. Alors, il n'y a pas que des belles choses aussi, hein. C'est vrai qu'il y a pas mal d'obstacles aussi. On en a évoqué certains ce matin. Et puis cet après-midi, je pense qu'on va continuer. Et puis, ces obstacles, il faut apprendre à les gérer ensemble. Et ensemble, on est plus fort. Et c'est vrai qu'un collectif, on peut faire plein de choses. Et j'ai qu'une hâte, c'est d'y vivre bientôt. Et puis, donc ça s'inscrit aussi dans un futur écoquartier. Et donc, je suis assez curieuse aussi de voir et d'y vivre et de voir comment ça va être, quoi. Donc voilà, pour ma part, pour mon expérience. Merci beaucoup, Stéphanie. Alors maintenant, je vais appeler Félix. Alors, Félix Drucker, tu travailles pour la Fondation Abbé Pierre. Je te donne le micro. Et donc, tu es responsable de projet capacitation. J'ai vu ça dans ton adresse électronique. Oui. Voilà. Donc, si j'ai bien compris, ton sujet, c'est les projets collaboratifs qui partent des intéressés. Donc, peut-être tu peux nous dire peut-être un tout petit peu ce qu'on entend par la capacitation et puis comment mettre en œuvre en fait la capacitation dans ce type de projet. Ok. Ouais. Non, si, ça va. Donc simplement, comme j'entendais, la fondation La Fondation Abbé Pierre. La Fondation Abbé Pierre, c'est une fondation qui lutte contre le mal logement et la précarité. Donc c'est son entrée portée par son fondateur, l'abbé Pierre. Et comme toute institution, puisqu'il y a des questions par rapport aux institutions ou aux acteurs qui agissent sur le terrain, comme toute institution, elle développe un plan stratégique tous les 5 ans. Et son plan stratégique actuellement, il est titré agir contre le mal logement, encore davantage avec les personnes en situation de mal logement. Et donc, depuis le début, la fondation, depuis qu'elle a été créée,
Les gens citent souvent différentes phrases de l'abbé Pierre. Il y en a une qui est assez connue, qui est « Viens m'aider à aider ». Et donc la confiance que la Fondation a dans les capacités à agir des gens pour résoudre leur situation, identifier leurs difficultés et résoudre leur situation. La Fondation elle est relativement connue pour son rapport mal-logement, tous les 1er février, sauf quand c'est un dimanche, on décale. Et donc ce rapport mal-logement, mais qui finalement, par rapport aux ressources qui sont données à la Fondation par ses donateurs, est qu'une petite partie. 60% de nos ressources sont redistribuées par du soutien à l'action aux collectifs comme vous qui agissent sur le terrain pour résoudre des situations, expérimenter des choses. On tient notamment fortement l'idée de soutenir des expérimentations parce qu'il n'y a pas d'obligation de réussir le projet dans le sens de se fixer un résultat et d'y arriver. Il n'y a personne qui sait faire ça. Même les archis, même les grands financiers, ils n'y arrivent pas. Et donc, on est un peu comme tout le monde et de se dire, on accompagne des processus, des mises en mouvement. Et c'est vrai que cette question participative, elle est depuis l'origine dans le mouvement de la Fondation Abbé Pierre et elle se transforme doucement dans ce qu'on identifie, qui est aussi l'environnement qui nous entoure. On en parlait à midi, les coopératives il y a quelques années, les questions d'éducation populaire et un vocable qu'on s'approprie et qu'on partage avec nos partenaires de terrain parce que tout ce qu'on dit et on écrit, en fait, on le source de ce que vous faites et des échanges qu'on a avec vous. Et un vocable qui fait un petit détour par l'Amérique latine et qu'on nomme la capacitation. C'est l'idée que de travailler collectivement, ça permet à chaque individu de se transformer dans un groupe, de transformer son groupe et de transformer l'environnement, y compris l'environnement institutionnel. Et du coup, c'est aussi l'idée que peut-être il y a des institutions qui bougent plus doucement que ce qui se fait sur le terrain et ce qu'on observe, et que du coup, c'est intéressant finalement de redonner une place aux personnes qui agissent pour qu'ils nous aident à transformer les institutions et que les institutions qui ont d'autres cadres puissent intervenir plus rapidement. Alors, il y avait des questions sur un peu, c'est quoi pour vous les conditions de réussite ou de la participation. Moi, je pense qu'on est en train de faire, aujourd'hui, c'est une belle condition, c'est-à-dire de raconter ce qu'on a fait, ce qu'on a vécu, comment on participe, et d'identifier des questions. Moins des réponses que des questions. C'est les questions sur lesquelles on doit être attentif qui me semblent importantes. Djamil, tu le disais, oui, par exemple, quand c'est gratuit, c'est compliqué. En tout cas, cette question, parce que peut-être quand c'est gratuit, c'est plus compliqué, mais ça envoie plus fort, quoi. Peut-être que ce qui est gratuit entre nous, ça a plus de richesse. J'en sais rien. Mais en tout cas, il y a cette question de l'engagement et de l'intérêt à agir. Et c'était Sabine, Stéphanie, pardon Stéphanie, moi j'ai pas de... toi tu racontais des choses sur la transmission aussi dans la famille. Et du coup moi ça me dit, est-ce que la question de la culture de l'habitat participatif, c'est pas une question importante et comment on transmet ça et puis notamment avec des formes de cet ordre-là peut-être, des formes que vous faites avec les portes ouvertes, etc. Puis les autres questions, elles vont venir comme ça, j'ai l'impression, des témoignages. Voilà. Merci beaucoup. Alors maintenant, je vais appeler Anne-Véronique Blin. Alors Anne-Véronique, tu es sociologue de formation et donc tu as une mission auprès du directeur général de Nantes Métropole Habitat. Donc tu travailles pour Nantes Métropole Habitat, voilà, c'est ça qu'il fallait que je commence par dire. En fait, c'était ça la base. Votre organisme a déjà réalisé un projet à Nantes, 25 logements locatifs social participatifs, uniquement avec des personnes de votre parc social. Vous avez donc écrit aux 25 000 locataires et vous avez eu 19 retours, c'est ça que tu m'as dit quand on a préparé l'entretien. Et vous avez un autre projet en cours avec un groupe de seniors. Et voilà, on a échangé un petit peu et du coup, je te propose de retracer ce qu'on a échangé en amont qui était assez intéressant. Oui, je ne sais pas si je vais continuer à être intéressante, mais sûrement. Donc oui, ce qui m'intéressait de témoigner aujourd'hui auprès de vous, c'est que du côté du bailleur social, c'est pas un eux comme ça méchant.
ça fait énormément bouger les lignes de s'inscrire dans de l'habitat participatif, y compris du côté du bailleur social. Et ça fait bouger les lignes. Le bailleur social, c'est pas un tout homogène. Il y a plein de métiers différents. Et ça fait bouger les lignes dans tous les métiers. Et c'est très, très compliqué quand on s'inscrit dans un habitat participatif. Et c'est très lourd pour le bailleur social aussi. C'est bien plus simple de produire son petit logement comme d'habitude. Donc ça va faire bouger les lignes déjà tout simplement pour entendre l'envie de l'élu, entendre l'envie des habitants qui viennent vous voir. Il faut qu'il y ait quelque part chez le bailleur social des oreilles pour entendre cette envie-là. Et donc pour vous, de trouver l'oreille qui pourrait entendre. Et déjà là, c'est un vrai problème parce que nous, à Nantes Habitat, on est très bien dotés puisqu'on est 2 à l'innovation en chargé de mission auprès du directeur général. Donc quand on vient de la part des élus ou quand on est un locataire, c'est possible de se faire entendre, mais il y a plein d'autres bailleurs où c'est pas possible. Après, on a vu toute la question du montage financier. C'est extrêmement complexe et il faut réussir à jouer avec les règles et trouver des petites. Enfin, faut jouer, quoi. Faut être très joueur quand on est. Faut tricoter. Faut tricoter, faut jouer. Du côté des attributions, alors à Nantes Habitat, on a réussi à tricoter avec le préfet, avec la ville, une dérogation et on fait des pré-commissions d'attribution. Ça veut dire que pendant 5 ans, les locataires passent en commission d'attribution. C'est aberrant, puisque la commission d'attribution, c'est 1 mois avant et après, vous rentrez dans votre logement. Donc on a réussi à avoir une dérogation avec la préfecture. Et cette dérogation, maintenant que c'est livré, il faut qu'on réussisse à la faire perdurer dans le temps. Parce que les locataires, ils ne vont pas être là toute leur vie. Déjà, au jardin de Barbara, il y a une dame qui est décédée. Donc il faut qu'on trouve une façon de faire perdurer cette commission d'attribution. Et puis, il y a aussi la gestion. Parce qu'une fois qu'on a livré, parce que ce qui est compliqué, c'est de monter l'habitat participatif, mais après, il faut le gérer. Et comment on fait pour gérer alors qu'avec un collectif, déjà, on ne sait pas écouter un collectif, nous. On s'est écouté des locataires individuellement, qu'on a mis là en plus, la commission d'attribution. Ça, c'est les histoires des attributions du RPR. Donc maintenant, c'est une commission. Il y a plus, on n'a plus besoin d'avoir sa carte au RPR pour avoir un logement social. Je rigole, mais c'était ça. C'était pour limiter les effets de clientélisme. Donc, on a une commission d'attribution qui vous met là et qui vous met là de façon un peu anonyme, sans vous demander ce que vous voulez, et qui sait ce qui est bon pour vous. Vous êtes seul, vous avez un T2, vous êtes en couple, vous avez un T3. Tout le monde sait, toutes les règles font qu'on sait ce qui est bon pour vous. Donc d'un seul coup, là, il faut se poser la question d'entendre le locataire et qui est en capacité de dire ce qui est bon pour lui. Ce qui est quand même incroyable, un locataire qui est capable de dire ce qui est bon pour lui. Ça paraît un peu fou, ça, bazar, c'est quand même, c'est très compliqué dans la tête des habitants, des professionnels de Nantes Habitat, autour de cette question aussi d'appliquer la règle, d'appliquer la norme. Et puis, écoutez, et si je donne un petit peu, il va prendre le bras. Donc, c'est pas vrai, ça. On sait très bien que c'est totalement faux. Plus on donne les règles et plus on a vu, nous, dans les différents... On n'a pas que dans l'habitat participatif où on fait participer les habitants. Et on voit bien que plus on fait participer et plus les locataires sont finalement moins demandeurs. Donc, c'est... Bon, bref... Donc, je finis juste. Oui. Je finis. Non, mais j'ai une autre. Je veux relancer avec un truc que tu m'avais dit du coup au téléphone. Cette question des règles de l'attribution et donc cette question de se dire, mes collègues, il faut entendre que les locataires sachent ce qui est bon pour eux. Et puis il y a un truc qui est très très compliqué, c'est du côté des locataires de parler collectivement et du côté du bailleur d'entendre le collectif. Et ça, on ne sait pas faire. En fait, on sait entendre que les pétitions. On ne sait pas entendre, et on sait entendre que quand ça ne va pas. On ne sait jamais entendre quand ça va bien. Personne vient nous voir le matin en disant « ça s'est bien passé cette nuit, il n'y a pas eu de bazar dans la cage d'escalier, tout va bien ». Et tu t'avais pointé du doigt la contradiction possible entre du coup l'émancipation souhaitée des habitants et la règle justement qui amène à des trajectoires subies. Enfin, c'est ça. Alors ça, c'était le dernier point. Donc vous avez vu tous les points, la question. Enfin bref, je ne vais pas faire ma sociologue. Mais le dernier point, c'est comment quand je suis locataire et que toute ma vie, on a su ce qui était bon pour moi, parce que notre habitat participatif de Nantes-Est, le cahier des charges avec la mairie, c'était que des locataires en mutation, donc que des gens qui avaient été locataires HLM toute leur vie.
Et donc la question, c'était, d'un seul coup, ils se posaient la question de leur habitat. Eh bien, c'est extrêmement compliqué aussi de se mettre dans la posture de se dire, je sais ce que je veux pour mon habitat, je sais, alors dans la conception, mais aussi dans la gestion au quotidien. Et dans le groupe que j'accompagne en ce moment, il y a une qui dit, non mais de toute façon, c'est pas la peine que je dise, parce que de toute façon, c'est Nantes Habitat qui décide, alors qu'elle est au même niveau que tout le monde dans le groupe, et il y a des propriétaires, etc. Et puis il y en a une autre qui, à chaque fois qu'on lui demande son avis, elle se retourne vers moi, et puis elle me dit, je peux répondre. Voilà. Vous voyez, et ça, c'est une histoire aussi, c'est l'histoire du rapport au logement. Quand on a été toute sa vie locataire HLM, on n'a jamais eu le droit, l'autorisation de se poser la question de ce qui était bien en termes de locatif. Et c'est ce que vous disiez, monsieur, sur Marseille aussi, c'est quel engagement j'ai, moi. Est-ce que je m'engage? Et alors, il y en a qui jouent avec la règle. On m'a donné l'autorisation, ben, tant mieux, maintenant, je fais ce que je veux. Et puis tant mieux s'ils s'arrêtent. Tant mieux, ça veut dire qu'à un moment, ils ont eu le choix d'entrer et de sortir du projet. Et ça, c'est pour une fois dans leur vie la possibilité de décider que ben, non, ils n'y vont pas, quoi. Et ça, c'est compliqué d'entendre aussi de la part des collègues que ben, y a des gens, quand même, hein, on leur déroule le tapis, on fait des ateliers, on amène les madeleines bijoux et en plus ils veulent pas revenir. Non mais c'est insupportable. Et alors dernier point, puis j'arrête parce que je pourrais parler tout l'après-midi. Ouais. Dans un quartier, dans une métropole comme Nantes où la tension sur la question du logement est extrêmement forte, hein, 60 000 demandes sur l'agglo, enfin bref. S'occuper de 20 vieux qui veulent habiter ensemble, franchement, non mais vous perdez votre temps. Hein. Voilà. Merci pour ce témoignage, cet éclairage très intéressant. Alors, maintenant je vais appeler David et Jawad. Donc, vous êtes dans l'association Next Planning, qui est membre de la coordination Passe en nous. Alors, Next Planning, c'est des projets d'urbanisme participatif dans les quartiers populaires. Et Passe en nous, ça revendique un peu d'être le porte-voix des habitants et force de proposition et d'interpellation des pouvoirs publics. Et vous avez fait un tour de France dans 73 quartiers. Alors, je vous laisse raconter un peu ce que ça produit et ce que vous avez entendu. Merci. Déjà, merci pour l'invitation et bonjour à tous. Donc, Next Planning, au départ, nous, on intervient à l'échelle des projets urbains. Et on pense que tous les projets urbains, les projets de rénovation urbaine, les projets de transformation urbaine, en fait, agissent à une échelle du quartier et qu'à cette échelle-là, ça peut être un lieu où on fait des propositions concrètes, des propositions alternatives pour transformer ces projets urbains qui sont souvent pensés à partir du point de vue des institutions et assez peu pensés à partir du point de vue des habitants. Et notre point de départ, c'est un peu celui-là. On cherche des propositions à réaliser dans les projets urbains pour les inscrire, pour intervenir dans les plans longs, parce qu'on sait très bien qu'une fois qu'on a des propositions qui sont dans les projets urbains, et ben derrière, on peut soutenir des groupes qui vont s'en saisir, parce que c'est inscrit dans les plans, et donc vont pouvoir défendre des réalisations très concrètes. Donc intervenir au niveau du plan, ça nous paraît essentiel à l'échelle du quartier, à l'échelle de la ville, et pas seulement à l'échelle du logement. Même si dans les mouvements des quartiers populaires, depuis très longtemps, la question du logement, et en particulier du logement social et de l'habitat, fait partie en fait, des propositions très anciennes. Malgré tout, les mouvements des quartiers populaires ne sont pas forcément saisis de l'habitat participatif aujourd'hui. C'est-à-dire la plupart des organisations des mouvements d'habitants dans les quartiers populaires ne portent pas forcément la question de l'habitat participatif, et on se dit que c'est pourtant une voie qui peut non pas remplacer le logement social, mais venir en complément du logement social, en particulier pour la question des besoins et des besoins de mobilité résidentielle, de pouvoir sortir du quartier ou de pouvoir y entrer pour d'autres personnes qui ne connaissent pas. Et donc on pense que les projets, s'ils doivent se construire, c'est vraiment un peu ce qui a été dit, à partir des besoins très concret, et on pense que après le Tour de France, je vais laisser la parole à Jawad, cette question en fait du besoin de mobilité, de sortir parfois en fait, de trouver une alternative à le fait d'être dans un logement social et du coup d'avoir accès en fait à une autre forme d'habitat et d'avoir le droit d'accéder
à ces autres habitats et un enjeu essentiel à poser sur la table, et ça peut être l'origine de projets d'habitat participatif qui se construisent à partir de ces besoins. Bonjour à tous. Du coup, c'est vrai qu'on a la double casquette avec Passe en nous, mais on n'est pas vraiment au titre officiel pour Passe en nous. On voulait quand même au moins dire que c'est une coordination nationale qui a fait un tour de France des quartiers et qui a écrit un manifeste en étant porte-voix des habitants, que je vous invite à regarder, qui est sur passeennous.org, facilement téléchargeable, et qui donne une lecture de ce que les gens vivent comme problématique, notamment sur le logement. Et c'est peut-être aussi un outil de compréhension, un premier outil de compréhension de ce qui se passe. Mais c'est vraiment quelque chose qu'on a fait avec rigueur pour vraiment être porte-voix. Et on a mis beaucoup de temps à écrire ce manifeste, à la fois parce qu'on était dans le Tour de France, mais en même temps parce qu'on voulait le restituer aux candidats à l'élection présidentielle. Donc du coup, c'est un travail qu'on a fait avec le plus de rigueur possible, et je vous invite à le regarder pour un petit peu voir ce qui se passe. Et ensuite, pour revenir sur la casquette un petit peu sur laquelle je peux plus m'exprimer, celle de Next Planning, je rajouterais que nous, on travaille beaucoup sur les besoins et sur l'économie populaire pour aller rechercher les ressources qu'il y a. Et des fois, ce qui manque un petit peu, c'est les mots endogènes, c'est un petit peu d'expliquer, parce qu'on dit la même chose, on fait des choses qui sont peut-être complémentaires et améliorées, mais finalement, dans les quartiers populaires, on oublie souvent les gens qui ils ont des savoirs, ils ont des compétences, ils ont des richesses, parfois même des patrimoines cachés. Et tout ça, c'est ce qu'on essaie de mettre en avant à travers l'économie populaire notamment, mais aussi vraiment sur toute l'informalité qui s'exerce dans ces quartiers, qui est un peu la matière noire qui fait tenir les quartiers. Et quand je dis informalité, pour que ce soit clair, je ne parle pas de tout ce qui est trafic ou quoi que ce soit. C'est vraiment tout ce qui est informalité dans la réalisation de ressources, quand les gens vont mobiliser leurs ressources pour combler des manques qu'il n'y a pas dans le quartier, quel qu'il soit. Donc, pour un peu terminer notre intervention, parce qu'elle doit être très rapide, partir sur ces ressources, ça nous paraît être l'origine en fait de futurs projets en fait d'habitat participatif qui se construisent à partir de groupes d'habitants organisés. Et là, il y a tout le lien à faire en fait avec les groupes locaux de base de la coordination Passe en nous, ou des tables de quartier, ou d'autres groupes d'habitants organisés, pour voir comment avec eux on propose en fait les projets d'habitat participatif, et on fasse un croisement entre le réseau existant qui est magnifique et qui est incroyable de tout ce qui est fait aujourd'hui, et tous ces groupes d'habitants qui peuvent peut-être demain porter en fait des projets d'habitat participatif selon des modalités évidemment à trouver, mais qui se construisent à partir de leurs besoins, leurs ressources, et pas forcément des contraintes de l'institution. Et si on regarde par exemple souvent dans les espaces communs, on dit bon voilà, il va avoir la buanderie, etc. Nous on pense qu'il y a plein d'autres choses à explorer, des hammams de quartier. Ça paraît comme ça, par exemple, de dire c'est connoté, de dire un hammam, mais en fait, le hammam, c'est un vrai lieu de commun et de sociabilité en fait, dans les quartiers populaires. Et il y a plein d'autres espaces comme ça qui peuvent être imaginés, mais en partant des pratiques. On se faisait la remarque, par exemple, sur la buanderie. Souvent, dans les quartiers, on aime bien qu'il y ait un accès avec l'extérieur, parce que si on va, par exemple, sortir de la buanderie pour accrocher le linge, et ben, le fait de pouvoir le faire dehors aussi en sortant. Donc, c'est aussi non pas seulement en fait de partir de l'habitat participatif dans la façon dont il est fait aujourd'hui dans un certain nombre d'endroits, mais aussi partir des pratiques, et qui sont des pratiques populaires. Et je terminerai là-dessus. L'habitat populaire, dans les quartiers populaires, il a une histoire. Et cette histoire, en fait, elle est historique. Le logement social s'inscrit dans cette histoire. Avant d'être un outil des bailleurs, le logement social, c'est une histoire de l'habitat populaire. Et dans l'histoire de l'habitat populaire, il y a énormément de pratiques qui peuvent venir inspirer les projets en fait, d'habitat participatif, en partant bien des pratiques existantes qui existent dans les quartiers, et de voir comment on ne fait pas finalement de l'habitat participatif dans les quartiers prioritaires, même si c'est comme ça qu'on le nomme aujourd'hui dans un certain nombre d'endroits, mais qu'on fasse de l'habitat participatif dans les quartiers populaires. Parce que les quartiers populaires, ce mot-là, des quartiers populaires, ça a été une lutte vraiment très importante, sémantique, des organisations des quartiers populaires, pour dire en fait on n'est pas juste organisation de banlieue. Parce qu'avant on disait ça. On disait que c'était les organisations de banlieue. Et quand il y a eu un certain nombre de mouvements qui depuis 15 ans ont revendiqué ce mouvement en fait, des quartiers populaires, et dont la coordination Passe en nous est une des organisations parmi beaucoup d'autres, elle n'est pas
non plus porte-voix, mais on n'est pas des porte-parole. Il y a beaucoup d'autres organisations qui sont dans les quartiers populaires et qui agissent. Cette idée en fait de quartier populaire et cette question en fait des mots, elle est importante parce que souvent les quartiers populaires ont été qualifiés du point de vue de l'institution comme étant les quartiers, on va dire, bon, la prioritaire, mais en réalité derrière ça cache toute une série en fait de représentations qui sont construites dans la société et dont peut-être que comme on l'a bien vu ici et c'est vraiment magnifique de découvrir ce projet, on peut faire émerger d'autres projets qui projettent une autre image de ce qui existe en fait dans les quartiers populaires avec toute cette solidarité, cette dimension intergénérationnelle et toutes ces pratiques qu'on cherche à développer. Donc voilà, proposition concrète, faire un croisement entre la cartographie des projets d'habitat participatif dans les quartiers populaires et un croisement des initiatives de quartier, de Passons-nous, d'étapes de quartier pour voir à quel endroit on se rencontre et à quel endroit on peut essayer de faire émerger des projets. Merci à tous. Proposition très concrète. Merci beaucoup. Alors maintenant, je vais appeler Pierre-Charles Marais. Pierre-Charles, on se connaît un peu aussi. Alors Pierre-Charles, il est accompagnateur de projet au sein de la SIC Regain. Regain qui est membre d'Habitat Participatif France, donc situé en PACA. Il est administrateur d'Habitat Participatif France aussi. Tu as accompagné notamment le groupe des abeilles et tu participes du coup au groupe de travail sur les quartiers populaires, là où on fait de l'habitat participatif dans les quartiers populaires, et à l'appel à manifestation d'intérêt et l'action que j'ai mis en place tout à l'heure. Du coup, l'étude et les témoignages qu'on a vus là montrent un peu les plus-values de l'habitat participatif. Est-ce qu'en quelques mots, tu nous dirais voilà, ton retour d'expérience sur comment on met en œuvre ce genre de projet dans une position d'accompagnateur, quoi. Je suis pas sûr que je vais faire la méthode en 2 minutes, mais ce que j'aimerais bien mettre en avant, c'est qu'en fait, ce rôle de l'accompagnateur, en fait, il a émergé avec l'essor ou le renouveau de l'habitat participatif il y a une dizaine d'années. Je me faisais la réflexion tout de suite. En fait, au fur et à mesure des témoignages, j'ai l'impression qu'on peut facilement basculer parce qu'on a une lecture un petit peu binaire entre les habitants, ils sont pas écoutés par les institutions, un peu en mode faut reprendre le pouvoir, quoi. Les autres, enfin voilà, il faut se faire entendre. On est dans la lutte. Et puis on entend quelque chose d'autre. Et puis oui, mais quand même, les institutions ont fait des efforts. Les habitants, ils en demandent trop. C'est pas possible. On a des objectifs, etc. Et en fait, moi, j'aurais envie de dire que ce qui est important, c'est de pas tomber d'un côté ou de l'autre, en fait. Et du coup, garder ce fil, garder la rencontre, et puis faire ensemble. Moi, je pense que c'est vraiment la plus-value qu'apportent les professionnels qu'on sollicite pour accompagner les acteurs dans l'émergence et dans l'élaboration des projets d'habitat participatif. Moi, ce que j'aime beaucoup dans mon boulot, c'est le croisement des compétences entre des savoir-faire qui viennent de l'ingénierie sociale, qu'on va voir avec les techniques d'animation. On va les puiser dans l'éducation populaire, dans la reconnaissance de ce qui se passe dans les quartiers, dans les dynamiques collectives, etc. Donc c'est un savoir-faire vraiment basé sur les dynamiques collectives pour aider le groupe d'habitants à faire ensemble. Hein. Et du coup, acculturer les professionnels et les opérateurs d'immobilier à ces pratiques-là pour réussir à être à l'écoute, à les intégrer. Mais dans l'autre sens aussi, acculturer le collectif d'habitants au montage de projets immobiliers, le calendrier, le budget qu'il faut respecter hein, si on veut faire un projet immobilier, ou en tout cas qu'il faut prendre en compte, qu'il faut réussir à rentrer dedans, et puis accompagner les professionnels du projet immobilier en tant qu'experts pour trouver des montages financiers, des montages juridiques qui rendent possible. Voilà les compétences qu'on essaie d'apporter. Et alors à l'aune du défi qu'on se pose collectivement dans le mouvement pour avancer plus loin, en fait, si on met un focus sur le développement de l'habitat participatif dans les quartiers populaires, c'est parce qu'en fait on a l'intuition qu'il faut le faire, qu'il faut y aller, qu'il faut faire un effort particulier et que ce qu'on fait c'est insuffisant. Et donc à l'aune de ce constat, on est tous, on fait des réunions de travail, on se mobilise, on a envie d'aller plus loin, mais on est aussi, on partage le constat de nos manquements en fait. On est à la recherche d'outils pour aller plus loin. Et depuis 1 an qu'on travaille sur ces sujets-là, je suis assez content qu'on arrive à ce résultat, en fait, cette rencontre, puisque justement, on met en œuvre, on applique à nous-mêmes l'outil qu'on propose pour faire des projets, c'est-à-dire qu'on se rencontre ici
professionnels, acteurs des projets, habitants, futurs habitants, etc. Et on interroge les défis et je suis persuadé que c'est comme ça qu'on va réussir à aller attraper des idées, à enrichir à chacun nos compétences, nos niveaux de compréhension pour faire avancer le sujet. Donc je nous fais confiance et puis au boulot pour l'atelier qui vient, on compte tous sur nous. Merci beaucoup. Alors, avant qu'on se lance dans les ateliers, du coup, je vais donner la parole à Ghislaine Moreau. Guylaine Moreau, pardon. J'avais une chanceuse, j'étais sûr que j'allais me tromper, pourtant j'avais répété. Mais... Donc, vous avez travaillé comme assistante sociale et animatrice de projets collaboratifs dans un quartier prioritaire de Saint-Étienne-de-Rouvray. Vous êtes présidente d'une auto-école sociale aujourd'hui, c'est ça? Voilà. Et donc, vous avez une expérience de terrain assez significative. Et voilà, ce qu'on voulait se poser comme question, c'est effectivement la question des conditions pour mobiliser les habitants des quartiers sur un projet d'habitat participatif. Et j'ai presque plus rien à dire, parce que entre vous, tout ce que vous avez apporté, je trouve que tellement de choses ont déjà été dites. Peut-être quand même vous dire que lorsque j'ai été interpellée pour participer à votre journée, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils ont à apprendre? Ils ont, dans l'habitat partagé, complètement engagé leur pouvoir d'agir d'habitant. C'est-à-dire que vous avez dans votre projet d'habitat partagé, les ingrédients que vous avez apportés sont par exemple se mettre ensemble autour d'une idée, autour d'une préoccupation commune qui est d'habiter autrement. Donc c'est le premier ingrédient, c'est de créer un collectif autour duquel on s'assemble pour agir ensemble et pour porter un projet dans lequel il y a des valeurs. Moi, je pense que dans la question de la participation des habitants, après la question du collectif, c'est la question des valeurs qui est extrêmement importante et des convictions, pourrait-on dire. Donc, je pense que des valeurs et des convictions, vous en êtes absolument plein. Qu'ensuite, le troisième ingrédient, pour ma part, c'est l'information partagée. Tout le monde au même niveau d'information. Et ça permet de créer, par rapport à ce que vous avez dit, de la légitimité. Celui qui considère qu'il est dans l'ignorance et qui ne dispose pas de l'information, s'il se demande toujours s'il est légitime à parler. Et je crois qu'il faut toujours donner à tous le même niveau d'information, que ce soit les habitants, que ce soit les institutions, que ce soit les professionnels. Et puis, la quatrième chose, le quatrième ingrédient, je vais regarder sur mon papier parce que je l'ai oublié, mais oui, qui est la question du processus. Et qu'en fait, le processus, c'est que pour monter le projet, on se donne un certain nombre d'échéances. Et que quand j'entends combien de temps vous mettez pour mettre en place vos projets participatifs, il y a un ingrédient incontournable qui est la question du temps, pour que tout le monde progresse et qu'en fait, des échéances soient franchies petit à petit. Alors du coup, ce que j'ai compris que vous me demandiez, c'est comment est-ce que vos projets, qui sont des beaux, entre guillemets, produits, dont vous pensez le plus grand bien parce que vous y avez beaucoup travaillé et que forcément, avec toutes les convictions que vous portez, vous pensez que ce sont des bons projets. Comment est-ce qu'arrivant dans un quartier d'habitat populaire, vous allez donner envie à d'autres d'y adhérer, et comment est-ce qu'en fait vous allez pouvoir essaimer sur ce que vous-même vous avez créé. Alors quand en fait on veut essaimer, on n'est plus tout à fait dans l'initiative des habitants, on est dans donner envie à d'autres d'adhérer à ce que soi-même on trouve très bien fini, très bien porté. Donc on n'est plus tout à fait dans une initiative, on est de vouloir faire partager une adhésion à une initiative que vous avez eue. Et quand on arrive dans un quartier d'habitat populaire, alors là je suis vraiment complètement d'accord avec vous, il y a une histoire, il y a des représentations. Déjà, par exemple, moi je vais vous dire un truc qui va peut-être un peu vous choquer, mais est-ce que vous ne pensez pas qu'un habitat partagé dans un quartier populaire, ça fait fantasmer les gens? Mais qu'est-ce qui se passe là-dedans? Mais qu'est-ce qu'ils vivent? C'est quoi? C'est une secte? C'est quoi ces gens-là qui vivent ensemble? Voilà, donc déjà vous vous interpellez les personnes au milieu desquelles vous arrivez. Et puis, je me permettrai de vous donner peut-être quelques pistes, sinon des conseils, parce que je ne suis pas là pour ça. Mais je crois que peut-être que la première chose qui est à faire pour donner envie aux autres d'aller sur votre initiative, c'est de soulever un petit peu la couverture et de donner à voir ce que vous vivez, le faire partager.
peut-être la deuxième chose également, c'est de se dire comment est-ce que je vais, entre les préoccupations qui animent mon projet et les préoccupations des habitants dans leur quotidien et leur quotidien de partage et de commun, à quel moment il y a des choses qui vont se rencontrer. Et donc, il me semble il faudrait peut-être que vous soyez un peu des sociologues du territoire pour repérer en fait ce qui peut faire aspiration commune, ce qui peut faire projet commun, ce qui peut faire partager et participer ensemble sur les aspirations qui sont les vôtres, mais sur les aspirations aussi des gens qui sont dans les quartiers, de ce qu'ils vivent, de ce qui les anime et de ce qu'ils ont envie de mettre en commun. Et pour eux, commun, qu'est-ce que ça veut dire ? Et là, je crois qu'effectivement, il faut plonger dans l'histoire des quartiers. Sur Saint-Étienne-du-Rouvray, il y a une très très vieille expérience qui était que les gens n'avaient pas le chauffage central et qu'il y avait un bois à côté du premier immeuble qui a été construit et que les gens allaient ensemble ramasser du bois et acheter du bois ensemble. Ils avaient une coopérative, ça ne s'appelait pas coopérative, mais ils achetaient du bois ensemble pour casser les prix, etc. Bon, des expériences comme ça dans les quartiers populaires, mais il y en a. Et est-ce que quand on arrive dans un quartier populaire, il ne faut pas commencer par apprendre de l'histoire de ce quartier et se dire à quel moment le commun entre nos convictions, nos valeurs, les aspirations des gens du quartier sur du commun se croisent et font rencontre pour ensuite projeter. Mais il faut d'abord passer par cette étape-là. Je voudrais dire une dernière chose. J'ai appartenu à une association qui s'appelait le Mouvement pour un développement social local. Quand vous arrivez dans un quartier, vous devenez des acteurs du territoire. C'est un peu une approche systémique de la question, mais quand vous arrivez quelque part, le quelque part, il n'est plus tout à fait pareil que la veille. C'est-à-dire que vous êtes inclus dans un territoire dont vous allez devenir un membre, dont vous allez devenir aussi peut-être une ressource. Et j'aurais envie de vous demander en quoi votre présence fait ressource dans le quartier qui va s'associer aux ressources déjà existantes. Et dernier point, j'en arrête là. Pendant le Covid, on a fait une grande enquête sur toute la France, sur différents sites, dont Nantes. Et on a essayé de voir ce qui se passait pendant le Covid entre les gens sur les quartiers. Et en fait, ce qui nous a intéressés, c'est de voir comment les initiatives des habitants ont fleuri et ont vraiment explosé. Mais elles ont explosé et étaient liées à des questions de besoins et à des questions de survie, parce qu'il y avait des problèmes alimentaires qui étaient absolument énormes. Et ces initiatives, en fait, si elles ont pu aussi tenir, c'est parce qu'en fait, elles se sont étayées sur les professionnels de proximité, c'est-à-dire les éducateurs de rue, les associations d'habitants, etc. Et je pense qu'une des conditions de réussite de la participation des habitants, c'est qu'en fait, on identifie aussi dans les quartiers tous les pôles ressources. Par exemple, les associations, les centres sociaux, qui sont des lieux de participation des habitants et dans lesquels, en fait, il peut y avoir une concentration de ressources qui s'étayent les unes sur les autres et qui sont, à mon avis, une des conditions essentielles de la participation des habitants et de sa réussite. Voilà. On poursuivra ensemble. Merci beaucoup. Le pas de côté des institutions. Donc là, je crois que c'est Nicolas qui nous fait un petit retour. Ouais. Nicolas de la Fondation pour le Progrès de l'Homme, on t'a pas présenté jusque-là. Du coup, tu nous fais l'amitié de bien vouloir faire une petite restitution. Voilà. Ouais. Merci. Donc moi, en effet, je représente la Fondation Charles-Léopold Mayer pour le Progrès de l'Homme, qui soutient le Habitat Participatif France depuis l'année dernière. On a une convention de 3 ans qui, j'espère, va se renouveler. Enfin, ça, c'est pas moi, malheureusement, qui va décider ça, mais l'idée, c'est nous, on soutient le plaidoyer politique, c'est-à-dire le passage des bonnes pratiques aux bonnes politiques, et on est au cœur de ce que fait Ludovic et toute l'équipe d'Habitat Participatif France. Donc, dans notre groupe, on a parlé donc de
de la relation des institutions publiques, en particulier des collectivités, vis-à-vis de l'habitat participatif, en commençant par un constat qui est un problème d'ordre culturel, à la fois des élus, mais aussi, on a beaucoup insisté là-dessus, ce qu'on pourrait appeler, pas de manière péjorative, mais la technostructure, c'est-à-dire ceux qui accompagnent les élus, les directions de l'habitat, etc., qui ne sont pas formatés, on va dire, intellectuellement et méthodologiquement non plus. Ils ne sont pas outillés méthodologiquement pour accompagner et pour comprendre la valeur ajoutée de l'habitat, des projets d'habitat participatif. Et donc, il y a un gros travail à faire là-dessus. Ça, c'est un chantier, je pense, sur lequel beaucoup d'entre vous travaillent, et notamment qui passe très concrètement par la construction d'indicateurs qui permettent de mesurer et évidemment de valoriser les apports, les externalités positives de l'habitat, des projets d'habitat participatif. Alors ça peut être, notre ami de Nantes a cité quelques exemples sur par exemple le fait que dans un habitat participatif, certaines tâches qui sont en général déléguées ou qui font l'objet d'une prestation commerciale sont prises en charge par les habitants eux-mêmes, et que c'est évidemment pour le bailleur, c'est une économie aussi qui est intéressante et qui doit être valorisée. Il y avait un exemple aussi sur des formes de solidarité qui réduisent les charges publiques en matière de santé, enfin de l'État, de la communauté nationale en matière de santé, etc. Donc il y a tout un tas d'exemples, et cette méthodologie, elle doit passer aussi, elle doit se traduire dans une forme de comptabilité. Alors à ma connaissance, il n'y a pas forcément d'outils standards. Il y a des réflexions aussi dans d'autres secteurs sur la triple comptabilité, par exemple, ou ce qu'on appelle la comptabilité du CARE. Évidemment, il y a toute une réflexion un peu plus macro sur les nouveaux indicateurs de richesse. On a cité Patrick Vivray qui travaille depuis très longtemps. Voilà, donc ça, c'est un chantier. Il y a aussi un chantier sur la relation, enfin, l'identification, enfin, un changement de paradigme dans l'identification des besoins et des ressources citoyennes. Et ça, c'est voilà, les élus ne sont pas forcément. Alors déjà, il y a un changement de culture qui est nécessaire, c'est de ne pas considérer que les élus ne considèrent pas l'organisation citoyenne, l'auto-organisation citoyenne comme un contre-pouvoir qui va être hostile. Et malheureusement, c'est bien souvent le cas. Donc, voilà, de changer un peu de vision de ce qui émane, de ce qui émerge de la société. Il y a aussi dans la loi, il y a quelqu'un souligné, notre ami de Passons-nous, souligné que dans la loi de 2014, il y a cette notion de co-formation. Et ça, c'est très important, c'est-à-dire de faire en sorte que, notamment dans la politique de la ville, il y ait une égalité entre les protagonistes, entre les parties prenantes, c'est-à-dire les habitants, les élus et l'appareil étatique administratif. Donc là-dessus, il y a aussi un savoir, il y a aussi, comment dire, des expériences, notamment je pense à ATD Quart Monde, qui a développé cette méthodologie de partage des savoirs avec les personnes en situation de grande pauvreté. Donc il y a aussi des choses qui existent là-dessus et qui, par exemple, dans le cas d'ATD Quart Monde, se sont traduits par les territoires zéro chômeur de longue durée, dont vous avez peut-être entendu parler. Est-ce que je pense que je peux... Ah oui, alors on a aussi beaucoup parlé des formes un peu factices, ou le washing, tout le washing sur la participation. Évidemment, vous êtes porteur, enfin le mouvement de l'habitat participatif est porteur d'une éthique de la participation, qui est aussi en fait, pour moi, enfin je le dirais comme ça dans mon vocabulaire, une éthique de la contribution. Et c'est pas juste réunir les gens pour leur proposer 3 scénarios en sachant pertinemment que celui du milieu va être le plus consensuel. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Et évidemment,
c'est l'inverse entre une approche top-down et une approche bottom-up. Mais cette notion de contribution citoyenne, elle doit être valorisée et elle doit être comprise et accompagnée par les élus. Est-ce que j'ai oublié quelque chose, chers amis du groupe? Est-ce qu'il y a quelque chose Non? Bon, je pense que je vais m'arrêter là, du coup. Merci beaucoup. Alors du coup, l'atelier numéro 2, c'était sur le rapport entre le logement, le quartier et la ville. Et voilà, c'est Frédéric Sultan qui nous fait l'amitié d'être là aussi. Donc tu peux peut-être dire du coup de qui tu es. Bonjour, enfin bonsoir plutôt même. Donc moi je suis Frédéric Sultan, je viens de Paris et je suis coordinateur du collectif Remix Commons ou Remix Bien Commun, donc, qui travaille sur le développement de la culture des communs. Donc on a beaucoup parlé de communs, on en a beaucoup visité là aujourd'hui et c'était très intéressant de rebondir là-dessus. Donc moi j'étais donc chargé de vous rendre compte de notre atelier sur le rapport entre habitat participatif et quartier et ville. Alors peut-être d'abord la première chose que je voudrais dire, c'est que on a entendu de manière implicite quartier comme quartier populaire en réalité. Et que du coup, ça a complètement orienté notre discussion. On n'a pas tant regardé, mis en perspective quartier-ville comme une sorte de poupée gigogne géographique, mais plutôt sous-entendu et discuté vraiment finalement de ce que ça voulait dire et des enjeux que ça comportait. Alors, nos discussions, on a fait une sorte de tour de table et je dirais qu'il y a peut-être deux choses qui ont dominé dans la discussion. D'abord, il y a tout un partage sur la question de la puissance ou de l'impuissance des habitants et du fait que cet enjeu-là, il n'est pas anodin et il se situe dans un rapport qui est un rapport de droit. C'est-à-dire qu'on peut pas... il y a plusieurs personnes qui ont souligné cette question-là en disant qu'on est dans les quartiers, dans des endroits qui sont des endroits où doit s'appliquer le droit commun en premier lieu, avant d'être dans un endroit où on viendrait faire de la réparation ou faire agir dans une zone qui serait une zone singulière de la ville en termes de droit. C'est une zone singulière, mais pas en termes de droit en tout cas, ou si c'est en termes de droit, c'est dans leur application. À partir de là, donc ça c'est la première chose. Et puis la deuxième chose qui a dominé nos échanges, je pense, c'est l'explication par tout un ensemble des participants de finalement comment est-ce qu'ils essayent. Ça, je m'en doutais. C'est forcément quand on parle qu'on se fait appeler. J'espère qu'il ne rappellera pas, c'est mon fils, excusez-moi. Donc, je disais oui, le deuxième type d'intervention, c'est des personnes qui ont partagé, en fait, finalement, moi, ce que je nommerais être la difficulté à agir, la difficulté à remplir sa mission, et notamment sa mission quand on est dans les institutions. C'est-à-dire la difficulté à toucher les habitants, à les faire, il y a une personne qui disait, à les faire sortir de chez eux, à les faire s'exprimer, etc. Et ça reflète... on s'est dit tous ensemble, je pense, et vous me corrigerez si je ne suis pas dans les clous, on s'est dit que finalement ça reflète d'abord une question qui avait été soulignée déjà tout à l'heure, c'est le fait qu'il faut avoir une attention non seulement à l'histoire, mais à la culture des quartiers. Il faut avoir une attention, il faut reconnaître en fait ces cultures-là. Il faut reconnaître qu'un quartier, tu disais que c'est quelque chose de vivant. C'est pas seulement une organisation, c'est pas seulement un empilement de structures institutionnelles ou de cartographie institutionnelle. C'est aussi des gens qui vivent ensemble et qui portent une culture. Et les quartiers ont de la mémoire, même si les gens qui ont vécu quelque chose n'y sont plus. Chaque quartier a sa propre mémoire, il a son histoire. Tout à l'heure, on disait ici, c'est que des noms de musiciens dans toutes les rues. Voilà, ça marque quelque chose. Et quand on a vécu dans ce quartier-là, on porte cette mémoire avec soi, on porte cette culture avec soi. Donc il y a vraiment
quelque chose qui est de l'ordre de... Enfin, ce qui ressortait dans notre discussion, c'est qu'il y a vraiment quelque chose qui est de l'ordre de comment faire en sorte que ces mémoires soient reconnues, soient partagées, et que les institutions, elles apprennent à le voir, à le lire, à travailler avec, dans un rapport d'égalité. Alors ce rapport d'égalité, il renvoie à une deuxième dimension, qui est celle de la relation avec du collectif et pas seulement avec de l'individuel, puisque ce qu'on voit, c'est que systématiquement, on est dans des dispositifs qui font appel à de l'individuel, et même dans un endroit comme ici, on sent que parfois ça crispe un peu, enfin, ou ça grince un peu plutôt, justement, entre la question du collectif et de l'individuel, et comment est-ce que les institutions doivent aussi permettre l'émergence, la reconnaissance et le travail avec les individuels. Et je pense que dans les expériences de habitat participatif, il y a vraiment à mettre en chantier cette question-là, parce qu'on ne fera pas du commun sans passer par du collectif. Et que ça c'est un enjeu probablement premier. Enfin premier, en tout cas c'est un enjeu important. Après, la question qui nous était posée, qui était quand même beaucoup celle de la relation entre l'habitat participatif et le quartier, j'avoue qu'on ne l'a pas beaucoup abordé, donc je ne vais pas apporter des masses de réponses là-dessus. On ne l'a pas beaucoup abordé, mais ce qui se joue, enfin ce qui se disait dans notre discussion, c'est quand même qu'il y a vraiment un enjeu à créer des porosités, à créer... et donc, par exemple, sur le collectif, le fait que ça ne soit pas uniquement du collectif de l'habitat partagé, mais du collectif dans lequel il y a des porosités. Alors ici, on le voit, par exemple, avec le jardin partagé, c'est un assez bon exemple, mais on pourrait l'imaginer sur d'autres espaces ou d'autres activités ou d'autres fonctions que peut remplir l'habitat partagé ici. Voilà. Et puis, le dernier point que je voulais soulever, enfin, qu'on avait noté ensemble, c'est que quand même, tout ça, et on ne peut pas l'ignorer, tout ça est quand même pris dans une très très forte contradiction, ou en tout cas tension, entre d'un côté l'injonction à participer, l'injonction à faire ensemble, etc., et des enjeux de partage de pouvoir. Et que ça, on ne peut pas avancer sans le reconnaître d'une certaine manière. Alors, qu'est-ce que ça veut dire exactement ? Ça veut dire peut-être le travailler, l'explorer et en avoir un peu la maîtrise. Après, techniquement sur le terrain ou concrètement sur le terrain, on n'est pas allé jusque-là, donc je n'ai pas vraiment de réponse à vous proposer. Mais je me reconnaissais un peu dans certaines des propositions que faisait aussi Nicolas juste avant. Voilà, je ne sais pas si j'ai été fidèle à notre groupe. Oui, tu voulais... Merci. Merci beaucoup pour cette synthèse. L'exercice est toujours subtil. Alors maintenant, c'est Pascal qui va du coup nous faire la restitution sur le sujet comment remobiliser les habitants, comment leur redonner envie du coup, d'exercer leur pouvoir d'agir. Donc Pascal, qu'on ne présente plus non plus, tu es aux éco-bâtisseurs à Caen, qui est un habitat groupé, et tu as un peu d'expérience aussi du travail dans les quartiers. Un peu. Et puis aussi, je suis membre actif de l'association qui vous accueille, messieurs, dames, le local de l'étape pour l'après-midi, c'est-à-dire Habitat Participatif Normand. Donc, moi, j'ai relevé 9 points qui me semblent intéressants et qui font peut-être d'ailleurs un beau cadre de réflexion par l'avenir, je ne sais pas, qui concernent un peu les moyens, peut-être, de plus donner envie à des gens de s'impliquer dans ces projets. Le premier, c'était un point de vue qui a été porté par une bailleuse sociale, pourquoi pas, qui dit en gros que pour que ça fonctionne, il faut être équipé, alors en personnel, hein, et puis aussi peut-être rechercher les conditions d'un soutien par le biais du NAEMO. Ça semble basique, mais ce n'est pas encore le cas, il semblerait, partout. Donc c'est pas mal de le rappeler. Le second point, ça a été rapporté par une accompagnatrice de projet qui dit que dans tous les cas de figure, il faut que le cadre du projet soit véritablement défini, qu'il y ait une cohérence entre les différents acteurs, que ce soit les élus, les habitants ou les accompagnateurs dans le cas présent, et que par exemple la question du degré de participation est essentielle à mettre en évidence et à bien clarifier pour éviter de se casser la figure. Le troisième point que j'ai noté, c'est que dans tous les cas, il ne faut pas hésiter à déroger, et que quand on tombe sur une norme administrative chiante, il faut essayer de la contourner, et on compte là-dessus sur HPF, qui fait un bon boulot à cet endroit-là.
Le quatrième point, c'est qu'il n'y a rien de mieux que pour rencontrer l'habitat participatif, c'est de le rencontrer à travers l'expérience de ceux qui sont déjà impliqués dedans. Et Parasol nous a fait une belle démonstration de la façon qu'ils ont eu à Rennes de constituer un groupe à partir d'une mobilisation qu'eux-mêmes, en tant qu'habitants, ils ont provoquée. Évidemment, on n'a pas des parasols partout, surtout en Normandie. C'est sûr. Le cinquième point, c'est que, ça c'est pas sans nous qui a ramené ça, c'est qu'en fait, ça avait déjà été dit un petit peu par l'AS de secteur au début, hein, je sais où aller, c'est qu'évidemment, quand on rentre dans un quartier, on rentre dans un écosystème qui est plus ou moins riche, mais qui est toujours constitué n'importe comment, à la fois d'acteurs et de pratiques qui sont repérées, hein, comme celles des centres sociaux ou bien des associations locales, mais aussi par des pratiques informelles et des lieux informels de rencontre aussi, qui sont intéressants à investiguer. Des lieux qui sont peut-être pas faciles à repérer initialement, mais qui sont porteurs sans doute de rencontres et de meilleures connaissances des cultures locales pour les quartiers. Le point suivant, c'est quelque chose qui a été ramené justement par Madame... où elle est? L'assistante sociale de Saint-Étienne-de-Rouvray. Elle est partie. Merde. Bon, on peut en profiter. Donc, du coup, Madame Guylaine, qui nous dit, elle, au regard de son expérience et son vécu de travailleur social, qu'il ne faut pas se tromper sur les représentations. On n'a pas les mêmes représentations obligatoirement les uns et les autres, et qu'il y a un vrai boulot ici, au final, pour elle, d'interconnaissance, qui va nécessiter sans doute un temps long, mais nécessaire pour un peu s'acculturer réciproquement. C'est-à-dire les tenants de l'habitat participatif qui vont débarquer sur un quartier qu'ils méconnaissent, et des gens qui ont, comme ça a été dit tout à l'heure, une culture et une histoire, et des rapports sociaux entre eux qui sont pas faciles à décoder initialement. Et puis pour finir, je dirais des choses intéressantes apportées par Passons-nous et puis Pierre-Yves Jean sur le parcours. Le parcours, il n'est pas obligatoirement aussi nécessaire d'aller directement vers la création d'un projet. Il y a peut-être des étapes à franchir qui vont permettre à des gens de mieux concevoir ce que sera le projet demain. Par exemple, Passons-nous nous dit pourquoi pas créer des espaces intermédiaires, c'est-à-dire en gros des temps où on va pouvoir commencer à s'apprivoiser réciproquement, à faire du commun ensemble. Par exemple, le jardin partagé, le fameux jardin partagé qui marche très bien partout. La coloc aussi. Voilà, comment on crée des moments ou des temps où on va pouvoir estimer si on va plus loin ensemble. Ou alors, évidemment, toujours aller voir ailleurs. Ça, c'est une grande classique qui concerne d'ailleurs tous les projets habituels. Mais là, pourquoi pas insister là-dessus. Ou pour finir, un truc rigolo, vivre 48 heures dans un projet d'habitat participatif, c'est-à-dire faire une tentative de vécu au quotidien pour mieux estimer demain si on va plus loin. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors du coup, on a un quatrième groupe. Alors je ne sais pas qui fait la restitution sur du quatrième atelier, qui était plutôt du coup sur la question des différents montages. Alors là, du coup, j'imagine l'idée, c'est pas de nous faire un cours de comment on monte un projet d'habitat participatif, mais d'avoir quelques présentations de ce qui est dit. En fait, on a eu une fusion de groupes. Donc, en fait, on a fusionné la 4 et la 5. Donc, c'est la dernière synthèse. Donc, après, il faudra respirer. Qu'on a appelé plutôt... on a essayé de résumer avec Marine, qui m'a aidé à prendre toutes les notes, de comment monter un projet de manière générale, qu'il soit intergénérationnel ou pas. Donc on a la petite bulle de qui on était très variés en termes de population dans notre groupe parce qu'il y avait des architectes, accompagnateurs, des futurs habitants, des citoyens, des membres d'Habitat Participatif France, des membres d'associations, des habitants et conseils citoyens d'une ville proche ici, des élus, avec presque moitié-moitié du local et du national. Donc ça a permis d'une diversité et un beau partage. On a partagé 4 études de cas. 4 projets que les personnes avaient envie d'évoquer, avec un projet participatif avec EHD qui est pas très loin d'ici à Saint-Aubin-les-Elbeuf avec le mouvement Habitat et Humanisme. Donc comment créer cet espace-là. On a
préparer le terrain, donc avec le témoignage d'Elbeuf, avec la ville d'Elbeuf et les citoyens d'Elbeuf, avec Olivier qui montrait comment on pouvait éventuellement travailler sur un quartier en reconversion et en quartier politique de la ville, sur l'avenir de la ville avec les citoyens. Un projet d'habitat participatif avec un élu de Roncherolles-sur-le-Vivier. Donc là, c'était plutôt porté par un élu et qui cherchait comment on monte et comment on travaille le projet pour aller l'étape d'après. Et une dernière étude de cas sur... là, c'est avec une architecte... que j'ai oublié une lettre d'ailleurs, architecte, comment on fait évoluer les logements vieillissants, notamment par exemple des zones pavillonnaires dans la transition écologique, et donc avec les différents problématiques qu'un quartier peut aborder, avec aussi la partie urbaine, vraiment avec tout l'écosystème d'un quartier. Et donc dans la métropole de Rouen, donc avec des études de cas qui venaient de mouvements associatifs, citoyens, élus, architectes, donc qui a connecté avec des demandes et des manques qu'on a listés, avec envie de faire autre chose, comment on met du participatif. Un gros point sur comment on fait rencontrer des groupes de futurs habitants ou des groupes de citoyens avec les élus, avec un terrain et avec un territoire, comment on fait se rencontrer les demandes et les besoins qui sont parfois différentes. Un élu peut avoir une envie de faire, mais les citoyens qui sont sur le territoire pourraient dire bah non, c'est pas exactement ce que j'ai envie. Donc comment on fait marier et converger ces envies. Des questions autour de comment on lève des fonds, comment on va chercher de l'argent pour financer les différents aspects du projet. Avec quel projet on peut faire cohabiter du logement avec l'habitat. Donc comment on connecte ça par exemple avec des jardins, un espace de coworking, etc. Trouver du terrain, un terrain de jeu, trouver du foncier. On a parlé beaucoup de statut juridique. Donc là, grâce à Olivier qui était là, il nous a permis aussi, et Michel, d'aborder un peu c'est quoi les différents montages juridiques qu'il y a dans l'habitat participatif et les types de montages. Donc SCIA, S2A, SCI, coopérative, S3C, enfin tout le jargon, mais qui sont un incontournable des projets d'habitat participatif. Et donc j'ai dû en oublier une longue liste. On a parlé de l'obstacle des banques qui avaient beaucoup de mal à prêter de l'argent et donc qui était un obstacle majeur et réel. Et donc de l'argent qu'on pouvait aller chercher par des fonds publics, privés, et toujours finalement des montages différents selon chaque projet, qu'il faut refaire la quête d'argent en fait, à chaque fois avec chaque projet. Qu'il y avait des leviers différents selon. On en a évoqué quelques-uns. Et puis des petits focus de bonnes idées. On a noté vive les JPO parce que, par exemple, notamment pour Roncherolles-sur-Vivier qui a bien participé des journées portes ouvertes de l'habitat participatif pour aller faire rencontrer des projets locaux. Vive les SCIAPP qui a permis donc, à Stéphanie qui était parmi nous de pouvoir accéder à la propriété donc à Marseille. Et des idées pour créer des groupes, donc des phases d'émergence qu'on appelle phases d'émergence, de comment on crée un groupe et faire cette rencontre entre habitants, élus, terrain, avec de la sensibilisation, des visites de projets, des projections de films, des cafés, des soirées débats, qui sont des outils qu'on développe en tant qu'accompagnateur et structure accompagnatrice très souvent, des ateliers thématiques, des voyages d'études. On a parlé de maquettes aussi, de quartiers, de bâtiments, qui pouvaient être des outils très intéressants pour aller à la rencontre des habitants et des citoyens sur un territoire pour parler de leur habitat, du quartier, de ce qu'ils avaient envie d'envisager. Et on a évoqué la cartographie aussi d'Habitat Participatif France, mais ça je crois qu'on va laisser un peu vous en parler après très rapidement sur les outils d'HPF qui permettent d'identifier des groupes, des habitants potentiels et faire le lien avec des élus qui pourraient chercher ou des collectivités. Voilà. Est-ce que j'ai oublié des choses? J'ai parlé vite. Merci beaucoup. Alors voilà, plein de réflexions de fond, pas mal d'idées. On va essayer dans tout ça. Alors c'est super parce que vous avez vu que du coup on a des illustrations graphiques au fur et à mesure qu'on parle et donc du coup ce sera un peu
l'idée de garder la matière, qu'elle ne s'éparpille pas non plus, et qu'on puisse derrière aller choper un peu les bonnes idées et nos prochains petits pas. Voilà, je pense qu'on va les trouver au fur et à mesure. Est-ce que du coup il y a des questions, voilà, est-ce qu'il y a des réflexions, voilà, on a encore une dizaine de minutes éventuellement pour des temps de questions ou d'échanges ou débats entre nous sur ce qui a été dit, ou voilà, est-ce qu'il y en a qui veulent prendre la parole ou poser une question? Oui, merci. Peut-être une question. Est-ce qu'il y a une actualité législative a priori dans les mois ou les années qui viennent sur laquelle vous allez vous mobiliser pour faire ce travail de plaidoyer et faire avancer les normes dans le bon sens? Alors, je ne saurais pas répondre directement du point de vue de ce qui est prévu effectivement par le gouvernement sur ces questions-là. On n'a pas forcément repéré de fenêtre de tir législative, mais c'est possible que dans le mandat, il y en ait. Notre travail, du coup, là, il se fait plutôt alors, directement avec les services de l'État. Et donc là, par contre, effectivement, à chaque fois qu'on a des nouveaux ministres, on en profite du coup pour se rappeler à eux. Donc là, on aurait dû être reçu il y a 2 jours, là, du coup, par le cabinet du ministère du Logement et de la Ville. Mais finalement, c'est reporté, comme souvent. Et donc, du coup, je pense, effectivement, on a quand même plusieurs points d'attache au cabinet qui nous ont été transmis, avec qui je pense qu'on pourra travailler à la fois plutôt sur des sujets très techniques. Donc, voilà, pas listé, mais on a plein de petits sujets hyper techniques qui ne sont pas très sexy à raconter comme ça. Mais voilà, sur lequel d'ailleurs, sur le site internet d'Habitat Participatif France, vous avez le détail des sujets qu'on suit. En tout cas, on commence à le mettre en forme de mieux en mieux. Et puis par ailleurs, du coup, il y a, je pense plutôt à travers les partenariats qu'on fait, notamment avec l'Agence nationale pour la cohésion des territoires, etc. Il y a des choses qui peuvent, des dispositifs et des moyens de se faire écouter aussi par ce biais-là et par du coup des projets qui sont mis en œuvre. Et après, effectivement, on cherche quand même toujours un peu les moyens du coup d'interpellation des politiques. Est-ce que le comité de pilotage et les membres du groupe plaidoyer, est-ce que j'oublie de dire des choses? Il y a aussi un travail qu'on essaye de faire avec les bailleurs, les organismes HLM, etc., sur toute la question des normes, des réglementations, et de voir déjà de faire connaître les innovations qu'ils arrivent à mettre en œuvre, qui sont toujours toutes partielles, mais dans chaque projet, il y a des lignes qui ont bougé, donc déjà qu'ils puissent en prendre la mesure les uns et les autres, et qu'on puisse faire travailler ensemble et à pouvoir aller plus loin, quoi. Donc ça, c'est pas des acteurs publics, mais c'est des partenaires extrêmement importants. En fait, c'est ça aussi, c'est vrai que ce que tu dis est important. On a besoin d'avoir des partenaires de plaidoyer. Et du coup, ce qu'on fait là, à l'échelle du coup de la visite d'un projet, de multiplier les acteurs un peu différents pour réfléchir, là, l'idée, c'est que clairement, sur ces questions de lignes à faire bouger, par exemple sur les questions de logement social, etc., on envisage beaucoup de travailler. On a déjà beaucoup fait et on a de nouvelles idées, notamment sur les questions du locatif social, effectivement, pour travailler avec l'Union sociale pour l'habitat et avec des bailleurs qui sont motivés, donc dans une logique de faire des ateliers aussi, pour essayer de porter un plaidoyer commun. Et sur les questions d'attribution, par exemple, c'est à la fois très facile de dire l'attribution, c'est pas possible comme système, il faut le remettre à plat. Mais il faut qu'on arrive avec ces acteurs-là, qu'on porte qu'on défende le même objet. Donc il faut se mettre d'accord sur c'est quoi qui serait bien pour qu'on puisse ensuite aller le porter, quoi. Voilà. Et après, je pense qu'on a des relais de plaidoyer aussi à imaginer avec d'autres réseaux. Pourquoi pas avec Passons-nous sur ces questions-là. Je les imagine mobilisés. Voilà. Et voilà. En réponse à ce que tu viens de dire et la question que tu posais, juste évoquer la proposition de loi démocratiser la rénovation urbaine et le logement, qui est partie de collectifs habitants luttant contre les démolitions, contre le gré de la majorité des locataires, mais qui s'est étoffée, qui reprend la proposition de la commission Baquet-Mechma sur la création d'un fonds d'initiative citoyenne qui permet de soutenir des expertises citoyennes. Donc je pense que, et de manière plus générale, de la démocratie dans la gestion du logement, enfin gestion ou la production de logement social. Donc ce serait peut-être bien, alors on est assez avancé puisqu'on a rédigé un exposé des motifs qu'on a popularisé, on a
interpeller les candidats à l'élection présidentielle, les candidats à l'élection législative. Et là, on est en train de constituer un groupe de députés, et si possible de différents groupes politiques, qui accepteraient de porter cette proposition de loi. Et donc, on réunit le 30 novembre à Paris quelques députés, entre 5 et 10, qui s'affirment prêts donc pour engager le travail avec eux. Donc si vous ne connaissez pas cette proposition de loi, donc elle est portée par le groupe PSN, par l'association Appui, la Fondation Abbé Pierre est co-signataire aussi de cette proposition de loi, ainsi qu'un certain nombre de collectifs d'habitants en France. Merci. Démocratiser la rénovation urbaine et le logement. On note dans nos tablettes. On va clôturer gentiment. Alors du coup, je vais laisser Michel, membre de notre comité de pilotage, nous faire un petit mot de clôture. Alors pas de synthèse, on s'est dit faire une synthèse là maintenant, ce serait quand même un peu vache de lui faire ce coup-là, mais un petit mot de synthèse, de clôture, pardon, du coup. C'est pas tant que les prises de parole ont dû être tellement raccourcies à certains moments, alors qu'on aurait eu envie d'entendre beaucoup plus longtemps, que voilà, on ne pouvait pas griller du temps pour la synthèse du soir. Mais juste pour dire que j'espère que les uns et les autres, vous avez vécu aujourd'hui un petit parfum d'habitat participatif. Et que pour vivre un petit parfum d'habitat participatif, quels en sont les arômes nécessaires ? Eh bien déjà, il faut de l'hospitalité habitante. Et donc, je voulais vraiment remercier le collectif qui nous a accueillis ici, avec toutes celles et ceux qui ont préparé les salles, les chaises, qui ont fait le café, qui ont assuré la présentation des locaux, etc. Et toute la circulation, et qui ont été des chevilles ouvrières quand même de cette journée et de l'accueil. Voilà. Dans les arômes, il y a aussi de l'expérimenter ensemble. Et en fait, on a expérimenté aussi ce que des mètres carrés collectifs, ça rend possible. Parce que voilà, il y a une salle habitante qui a été mise à notre disposition et qui nous a permis un espace de rencontre qu'on ne pourrait pas avoir dans nos habitats personnels. Voilà. Et donc des espaces de rencontre avec des mètres carrés qui la rendent possible, ça permet aussi du partage et du partage qui rend possible de l'intelligence collective, parce qu'on va être nombreux. Aujourd'hui, on l'était beaucoup. On va arriver chacun avec son histoire personnelle, sa culture, ce qu'on a expérimenté, là où on a pu agir, les compétences qu'on a construites, et ce qu'on a, ce dont notre histoire de vie nous rend porteurs, et ça, on va pouvoir le croiser avec les autres. Et que de tout ça, eh bien plein de pépites peuvent surgir, parce que ça donne à penser, parce qu'on fait des liens, on fait des ponts, on entend des choses qui peuvent être inspirantes, et que ça vient à la fois bien sûr de tous les contenus qui nous ont été partagés tout au long de la journée, mais aussi de tous les contacts en off qu'on a pu avoir au moment du repas, pendant les pauses, voilà. Et que de tout ça, eh bien, normalement surgissent des petites graines que chacun va pouvoir replanter dans son potager, et puis va pouvoir porter aussi auprès d'autres. Et ça participe d'une biodiversité humaine dont on a vraiment absolument besoin, et que je pense on a pu expérimenter ensemble aujourd'hui. Et ceci grâce à un gros travail de préparation. Et là, je passe le relais à Odile. Oui, ce qu'on voulait bien sûr dire et ajouter, c'est un très grand merci à Ludo, donc, qui a donné l'impulsion pour cette journée, et la coordination. La coordination tant au niveau du contenu que de la logistique. On peut vraiment lui dire un immense merci. Je crois qu'il y a passé des soirées, voire des nuits blanches. Il s'est occupé des choses les plus importantes comme des détails. Donc vraiment un immense merci Ludo pour la qualité de cette préparation et de ton travail. Et puis, bien sûr, en concertation et en co-travail avec plusieurs d'entre nous, hein, mais Ludo, tu as été vraiment un chef d'orchestre extraordinaire, avec l'appui, bien sûr, d'Hélène et Marine, hein, de l'association normande, bien sûr.
militante de l'association Habitat Participatif Normand, dont bien sûr les habitants d'ici, et plusieurs représentants de Malonnais. Dominique, Claudine aussi qu'on a vu tout à l'heure, hein, qui est partie prenante. Je ne sais plus si elle est encore là. Bah oui, bien sûr. Voilà. Donc les habitants de l'association normande qui étaient impliqués et qui ont participé aussi à l'accueil, à l'organisation, à la gestion. Et un dernier merci aux habitants d'ici qui, outre le lieu, ont été là pour nous faire chauffer de l'eau, le café, etc., ouvrir leurs portes, accueillir, loger des gens. Un grand merci. Sans vous les habitants, tout ça n'aurait jamais été possible.